que reste-t-il d'une forêt quand l'incendie qui l'a ravagée pendant des semaines est désormais fixé ou maîtrisé selon les termes qu'on entend aujourd'hui? Une terre brûlée qui exhale toujours sa chaleur par vannes, une fumée noire courbée par la brise quand il y en a, et le silence des insectes qui ont déserté cet air épais et sirupeux. Les pompiers sont souvent toujours sur place, parcourant les amoncellements de cendres dont la simple vision peut aider à libérer un sanglot depuis longtemps refoulé dans la gorge, comme disait l'écrivain Ismaël Kadaré. L'été n'est pas terminé, que les pompiers ont déjà fait savoir combien il manquait de moyens et d'effectifs pour combattre efficacement ces incendies. Leur grève du 13 août est reconductible à la fin septembre s'ils estiment insuffisant le projet de loi sur lequel planche le gouvernement. Bonjour Romain Pudal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, ancien pompier volontaire pendant 15 ans. Il y a 10 ans, vous aviez publié Retour de flamme, les pompiers des héros fatigués aux éditions La Découverte. Alors dans ce livre, malgré son titre, il était assez peu question des incendies. D'abord parce que votre terrain d'enquête était la région parisienne essentiellement, mais aussi sans doute parce que les feux de forêt n'avaient pas pris une telle place dans le quotidien des pompiers. Comment les pompiers parlent des incendies aujourd'hui? Avec quels mots? Alors, tous les mots que je reçois des collègues, c'est toujours un peu les mêmes. C'est l'apocalypse, la fin du monde, le sentiment d'être complètement dominé par la situation, ou en tout cas de faire ce qu'ils peuvent, évidemment, pour y répondre. Voilà, c'est vraiment des descriptions très apocalyptiques et des sentiments d'impuissance, quoi, face à l'ampleur des incendies. Mais si j'en parlais peu, c'est parce que ça reste quand même si là, il y a l'actualité, mais ça reste quand même très marginal dans le nombre d'interventions des pompiers. Enfin, en pourcentage, l'incendie, c'est 5-10% des interventions, en On en réalité. parlera tout à l'heure de toutes ces interventions. Être auprès de, comme vous dites à un moment, la misère du monde, c'est l'essentiel de leur travail aujourd'hui, un service public auquel on donne assez peu de moyens. Sentiment d'impuissance, disiez-vous, sentiment aussi de deuil. Les pompiers eux-mêmes sont endeuillés par la mort de certains d'entre eux. Oui, alors on verra ce que donne le bilan consolidé, si on veut, hein, mais pour l'instant, on parle, il y a 4 morts, il y a eu des centaines de blessés et d'intoxiqués. Donc voilà, on est déjà sur un bilan, je parle même pas de la population, etc., mais du côté pompier, on est déjà sur un bilan extrêmement lourd. Il faut savoir quand même que je pense que c'est assez clair, mais voilà, la perte d'un collègue dans ce milieu est toujours quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement angoissant aussi. Bon, on peut pas travailler totalement en sécurité. On sait que c'est un métier à risque, on sait tout ça, mais on sait que la sécurité, c'est une donnée absolument fondamentale quand même dans le métier. Et donc, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, en fait, les incendies révèlent à quel point ces services ont été largement sous-investis, ils sont sous-dotés en moyens humains, en moyens matériels. Donc ça nourrit évidemment une colère, une exaspération, extrêmement forte. D'autant que les incendies sont la conséquence la plus spectaculaire, la plus visible de la canicule et du réchauffement du climat. Mais dans quelle mesure les pompiers ont-ils été sollicités aussi avant pour des corps épuisés, des personnes éprouvées par ces températures? Oui, alors avant la saison entre guillemets des incendies, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais pratiquement, puisque contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là, voilà, le côté inédit, extraordinaire, exceptionnel, est vraiment à relativiser. Le réchauffement climatique ne date pas de juillet 2026, quoi. Et donc les catastrophes non plus. Enfin, l'Aude nous avait marqué pareil, etc. Bon, mais c'est vrai que moi j'avais déjà eu beaucoup de retours de l'épuisement généralisé des pompiers suite aux épisodes caniculaires qui d'ailleurs ne s'arrêtent pas et qui les sursollicitent de manière quotidienne sur leur secteur d'intervention, donc pas en colonne de renfort, hein, mais voilà. Donc, dans certains départements, des collègues me disent on a fait 3 fois, 4 fois plus de départs que d'habitude, on a 3 fois plus de décès que d'habitude. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont bien connues et alors, je le signale aussi, les casernes ne sont pas climatisées, hein, mais elles sont pas forcément non plus très bien isolées. Donc vous avez des gens qui sont sursollicités, qui ne peuvent pas dormir dans leur chambrée parce qu'il fait 40 degrés. Dans certaines casernes, on dort sur des tapis de sport à côté des camions. Faut se représenter la chose. Et en même temps, on assure ces interventions jour et nuit continuellement. Donc l'épuisement, il était
déjà assez colossal. De la même façon que les hôpitaux avaient été éprouvés par le Covid, les pompiers et l'hôpital, d'ailleurs deux services publics qu'on applaudit à tout rompre et qu'on fait mine de découvrir sous-financés et sous-dotés lors des crises. On en parlera, Romain Pudal, ça fait vraiment partie aujourd'hui de votre propos. Donc déjà à la fin juin, 250 000 pompiers avaient été déployés, mis à l'épreuve d'intervention, multipliés, les sorties multipliées par 2, par 3, par 4, aussi bien les pompiers professionnels que les volontaires pour porter secours à des personnes déjà qui étaient très éprouvées par les chaleurs. Donc un épuisement et cet accablement qu'il y a aujourd'hui à lutter contre des incendies aux allures, disent-ils eux-mêmes, d'apocalypse. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'on a eu beaucoup d'habitations qui ont été touchées, des villages entiers. Impuissants, complètement impuissants par rapport à la vitesse de ce feu qui arrive sur les villages où on ne peut rien faire. Sur ma dernière journée, j'étais au contact des personnes qui avaient leur maison. Avec des collègues de la Moselle et des Vosges, on a réussi à sauver 20 maisons. Et il y a une dame qui est arrivée en pleurs en nous disant « Merci, vous m'avez sauvé la maison ». Donc là, voilà, le job, il est fait. Le job, il est fait. Et on va pas dire qu'on a pris 10 ans, mais une semaine de taf comme ça, ouais, et je pense aux collègues qui y sont encore et qui taffent encore. Là, j'ai vu avec le chef si je pouvais y retourner. Il m'a dit on va attendre un peu. On va attendre un peu. Rénal Dantin, adjudant-chef, pompier mobilisé sur les incendies en Gironde. C'est un extrait d'un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine le 31 juillet dernier. Romain Pudal, c'est pour toutes ces raisons, ces moyens qui manquent, ces effectifs qui manquent, que les 9 syndicats représentatifs des pompiers et des secours ont appelé la semaine dernière à la grève avec 3 mots d'ordre: financement, embauche, santé. D'abord, en ce qui concerne la revendication la plus matérielle, le financement, les moyens, les pompiers ont-ils reçu ces dernières années des équipements nouveaux face à la hausse du nombre et de la violence de ces incendies? Alors évidemment, c'est une polémique qui a enflé tout l'été, que ce soit sur les Canadair, sur les CCF, donc c'est les camions citernes feux de forêt. Voilà, bon, on a un discours gouvernemental ou politique qui dit on a augmenté les moyens, etc. Bon, les stats montrent plutôt, par exemple, pour les CCF, qu'on est largement à 500 à 1000 camions qui manquent. Les moyens sont insuffisants. Alors, il y a eu un petit rattrapage, mais qui venait après 10 ans ou 15 ans de tellement de baisse et de sous-financement et sous-équipement que ça suffit absolument pas. Et donc là, on a maintenant, on le voit justement avec cette crise, bon... c'est plus juste un pourtour méditerranéen ou la Corse qui sont en situation d'être aux prises avec des incendies, des méga-feux. Voilà, là aussi, il y a plusieurs terminologies, mais peu importe. Mais c'est tout le territoire. Et donc, à partir du moment où les choses se déclenchent sur différents secteurs, les pompiers les plus efficients du monde, les plus dévoués du monde ne peuvent pas être sur tous les secteurs en même temps. Et là, on voit qu'on a vraiment atteint un point de rupture, quoi. Un lieutenant du SDIS de la Somme, donc le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Il est vice-président du syndicat des pompiers affilié à la SFTC et il dit: on a bien reçu de nouveaux engins, mais ça n'a pas permis d'augmenter nos capacités. Les nouveaux engins ont juste remplacé les anciens. Pourquoi les anciens équipements sont-ils devenus caducs? Ce sont des équipements, alors notamment tout ce qui est CCF, sont des équipements qui sont mis à rude épreuve, hein, parce que voilà, ça fait du 4x4, ça part dans les feux de forêt, etc. Donc ce sont des choses ce sont des équipements qu'il faut absolument renouveler, réparer. Changer, etc. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un procès d'ailleurs, parce que un équipage avait été pris dans un feu avec un CCF complètement vétuste, etc. Donc concrètement, si vous voulez, il y a notamment un système d'autoprotection sur les CCF, c'est-à-dire de l'eau qui se déverse sur le camion. Si jamais les pompiers sont coincés, ils peuvent se mettre dans le camion, déclencher ce système d'autoprotection et le temps que le front de flamme passe sur le camion. Vous voyez, alors déjà, même quand ça marche, c'est assez angoissant, mais alors quand ça marche pas, en fait, vous êtes sûr de coincer et alors soit de mourir, ce qui a été le cas, soit évidemment d'avoir des brûlures extrêmement gravissimes. Donc voilà, et ça, ce parc vieillissant ou le fait qu'il faut entretenir les Canadair, etc. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on le sait. Donc
Il y a aussi, moi quand j'entends beaucoup, évidemment je suis un peu au courant de la situation, quand j'entends il faut laisser le temps long, le temps politique est un temps long pour investir, etc. Bon, ça fait 25 ans ou 30 ans finalement que on sait que on a du matériel vétuste, on n'a pas forcément les tenues adéquates. C'est une problématique qui est en train de monter aussi, c'est la problématique des maladies professionnelles chez les pompiers. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui sont quand même bien connues, qui ne datent pas d'hier. Et voilà, donc oui. Sur la santé, pardon, c'est un des mots d'ordre de cette grève de jeudi dernier. Les pompiers demandent que certains cancers puissent être reconnus comme des maladies professionnelles. Est-ce que les pompiers sont suivis un minimum aujourd'hui, Romain Pudal, pour qu'ils puissent, s'ils venaient à déclarer une maladie grave et qu'ils estiment que leurs conditions de travail l'ont favorisé, pour qu'ils puissent s'en prévaloir auprès des autorités de santé? Alors, le suivi médical, il est tout à fait, il existe bien évidemment pour les pompiers professionnels comme volontaires d'ailleurs, et c'est un suivi médical du point de vue physique qui est très sérieux. On plaisante quand même pas du tout avec la santé. Cela dit, ça n'empêche qu'on découvre entre guillemets qu'il y a une exposition, par exemple au PFAS, c'est les polluants éternels, qui est vraiment conséquente dans ce milieu. Les mousses à incendie, par exemple, voilà. les mousses contre anti-incendie, elles sont pleines de PFAS. Absolument. Et là, bon, évidemment, il y a eu des intoxications sur les méga-feux. Et il y a énormément de situations où les pompiers peuvent être amenés à intervenir plus vraiment avec toutes les conditions de sécurité pour leur santé. La question, c'est est-ce qu'on aura un suivi médical sur le long terme et pas à l'instant T? Là, je pense qu'on n'y est pas encore. En 2023, sur près de 245 000 pompiers, combien ont fait une démarche de déclaration d'une maladie professionnelle? 24. Romain Pudel, pourquoi? Ils ne sont pas assez informés, ils estiment que ce n'est pas leur façon de fonctionner, leur état d'esprit de déclarer une maladie professionnelle, ou simplement ils pensent que c'est peine perdue? C'est peut-être un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que, bon, c'est un piège en quelque sorte pour ce milieu. C'est un milieu qui est très résilient, on dirait aujourd'hui, enfin, où les gens sont durs à la peine. Donc, ils se ménagent pas, on se plaint pas, on se plaint pas beaucoup non plus en caserne, parce que, voilà, ceux qui souffrent, ce sont toujours les victimes, c'est jamais les pompiers. Ceux qui sont en difficulté, ce sont toujours les autres. C'est pour ça que, voilà, mais c'est aussi un peu un piège dans lequel ils s'enferment. Alors c'est pas forcément de l'héroïsation, hein, mais c'est vraiment un sentiment que on doit payer de sa personne, c'est normal, hein, et donc être dans le revendicatif ou être très attentif à soi, s'écouter. Combien de fois on m'a dit voilà, on n'est pas là pour s'écouter, on peut faire des interventions sous la pluie, on va pas fondre. Enfin bon, il y a tout un tas d'expressions du milieu qui laissent entendre que le don de soi, ça fait partie du métier. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils fassent pas tellement de démarches. Je pense qu'il y a aussi une sous-information, hein, assez clairement, sur ces questions-là, qui sont peut-être en train de monter un peu à l'occasion notamment de cet été. Et je l'ai notamment, moi je l'ai remarqué beaucoup sur les questions psychologiques, par exemple. Alors là, on parlait de la santé physique, mais d'un point de vue psychologique, c'est encore pire, si je puis dire. C'est-à-dire que vraiment, les suivis psychologiques, pour le coup, sont très, très minimalistes. Il faut vraiment avoir été confronté à des choses évidemment traumatisantes pour qu'on se dise, il a dû être traumatisé, oui. Mais là encore, ça se gère beaucoup en interne, dans la caserne, dans le groupe, etc. Et je pense que ça arrange bien aussi les SDIS de ne pas trop ouvrir ce genre de dossiers, alors qu'ils sont, à mon avis, très sérieux aussi. Les revendications des syndicats portent aussi sur les effectifs. On n'en parlera plus en détail tout à l'heure, mais on est à peu près aujourd'hui à 80% de volontaires, 20% de pompiers professionnels. Les syndicats demandent de garantir un équilibre qui permette d'assurer la continuité du service, puisque par définition, beaucoup de volontaires, pas tous, mais la plupart ont un travail à côté, un métier, ils ne sont pas mobilisables à merci. Et d'ailleurs, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, que de savoir que faire de ces volontaires qui assurent vraiment la continuité du service public et qui sont rétribués, je dirais au lance-pierre, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, on aura l'occasion de le développer tout à l'heure. Il avait été question, Romain Pudal, il y a 2 ans, d'entreprendre des réformes dans les métiers de la sécurité civile, un Beauvau de la sécurité civile qui avait réuni professionnels et décideurs politiques en avril 2024. Qu'est-ce qui avait été concrètement engagé
Après ce Beauvau, après cette grande réunion? Bah, c'est une bonne question. Je pense que les syndicats attendent la réponse, justement. Qu'est-ce qui sort concrètement de ces concertations? C'est pas la seule, voilà. C'est une des plus récentes et elle était d'ampleur. On a toujours le même bilan finalement, alors bon, qui est dit de manière plus ou moins euphémisée, etc., mais qui consiste à dire que ce système de sécurité civile ne tient plus, ou il tient vraiment sur un tel dévouement, un tel surinvestissement que il craque en réalité. Mais une fois qu'on a posé ces constats, qu'on a bien, voilà, on le reconnaît. Et ben il se passe rien. Il se passe rien. On attend. Alors il y a entre guillemets la mauvaise période à passer, qui est celle qu'on est actuellement. Je parle pour le gouvernement. Hein, voilà, la mauvaise période, c'est le moment où on se rend compte que les moyens n'ont pas été mis sur la table, que on manque cruellement de tout un tas de choses. Et on, comme vous le disiez sur le Covid et l'hôpital, on redécouvre. Je mets des guillemets à redécouvre, hein, parce que on le sait. En réalité, on redécouvre à quel point rien n'est fait sérieusement, concrètement, pour répondre à des carences, des déficits, des manques qui sont maintenant évidents pour l'ensemble à la fois de la profession, mais même, j'espère, pour le grand public aussi. Avec des conséquences concrètes sur, par exemple, l'évolution des délais d'intervention, passés de 12 minutes et 30 secondes en moyenne en 2014 à 15 minutes et 9 secondes en 2025. C'est précis, il y a des calculs précis pour connaître ça. Le ratio de pompiers, aussi tout statut confondu, qui est passé de 400 pour 100 000 habitants en 2009 à 357 en 2024. Ce sont les chiffres de la Direction générale de la sécurité civile, alors que l'activité ne cesse d'augmenter. 460 000 interventions en plus par an qu'il y a 10 ans, d'où cette rencontre de l'intersyndicale des pompiers avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le 13 août dernier. Le porte-parole de l'intersyndicale s'appelle Xavier Bois. Le ministre n'est pas au rendez-vous, nous n'avons pas eu de réponse concrète. Nous n'avons aucune affirmation ni sur le financement, ni sur la stratégie de financement, ni sur le contenu du projet de loi. On sait que ça va être une partie du Beauvau qui va être le Beauvau de la sécurité civile qui va être traduit dans ce projet de loi, mais on n'en sait pas plus. Aucune mesure concrète. Xavier Bois, après sa rencontre avec Laurent Nunez, donc le 13 août dernier, les syndicats Romain Pudal disent on manque de tout, sauf de médailles. C'est donc le porte-parole de Sud SDIS, Rémi Chabou, qui dit ça. Manière de dire que les applaudissements et les discours qui parlent d'eux comme de héros, ça va bien 2 minutes. Oui, alors même de médailles, j'ai envie de dire, bon, c'est pas non plus, il y en a pas non plus une quantité astronomique. Moi, je me souviens des émeutes urbaines où on avait eu pour l'ensemble du département, hein, une petite lettre de remerciement du préfet en disant en gros merci, vous avez fait le boulot. Bon, Alors qu'ils avaient été mis aussi à rude alors épreuve que et qu'ils avaient été caillassés d'ailleurs au même titre voilà, que d'autres forces les de émeutes l'ordre. avaient été quand même des moments très tendus, très compliqués, tout ça. Voilà, donc c'est pas non plus un flot de médailles, etc. Par contre, effectivement, le discours de l'héroïsme, de l'héroïsation ça on l'entend beaucoup. Et j'étais moi tout à fait sensible au fait que effectivement les syndicats se mettent d'accord en disant il faut refuser ce terme-là, ça suffit. C'est une façon de cacher la misère, quoi. Et bon, nous encenser dans les mots mais jamais dans les faits, c'est plus possible. Et on préfère oublier cette terminologie qui en plus a une espèce évidemment de dimension un peu sacrificielle, les héros qui iraient au sacrifice ultime, etc. Bon, plutôt que de donner dans ce pathos, donnons tout simplement des moyens, quoi. C'est une des premières choses d'ailleurs que vous a dites quelqu'un qui vous avait accueilli au tout début de votre mission chez les pompiers volontaires, Romain Pudal. Ne me dis pas ce que tu vas faire ou ce que tu aurais dû faire, tu le fais et c'est tout. C'était dit avec fermeté mais sans brutalité, mais c'est la devise des pompiers, pas de blabla, des résultats. Oui, alors c'est une des devises, mais celle-là fonctionne bien. Et alors bon, ça nourrit aussi toutes ces situations, une défiance assez forte par rapport à la politique, et on les comprend, parce que bon, voilà, oui, c'est un milieu où on n'aime pas se raconter d'histoires, on n'aime pas encore moins qu'on nous raconte des histoires, voilà. Et les politiques sont quand même un peu soupçonnés de toujours parler sans jamais rien faire, et les pompiers s'enorgueillissent un peu du contraire, c'est-à-dire sans mots, sans exagération, sans commentaires, ils font le boulot. Et c'est plutôt ça qu'on attend. Alors ça fait partie de la devise pompier qui est un triptyque: altruisme, efficience, discrétion. Et donc un pompier est discret, mais il fait le boulot, quoi. Est-ce qu'on sait trop, et quand je dis on, je parle des pouvoirs publics, reposer sur la certitude tranquille que les pompiers font passer leur engagement avant toute chose, les victimes avant toute chose? Est-ce qu'on s'est un peu trop rassuré de ce qu'ils ne se plaignent pas ou très peu?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est un milieu assez légitimiste, c'est un milieu paramilitaire, hein, donc on est respectueux des règles, des hiérarchies, etc. C'est aussi un milieu où les valeurs de courage, de dévouement, de don de soi sont extrêmement présentes. Donc ce cocktail, si je puis dire, fait que voilà, on peut s'appuyer, ou en tout cas on fait mine de pouvoir s'appuyer sur eux sans se poser trop de questions. Mais Oui. d'ailleurs, est-ce que c'était une évidence pour les pompiers de créer des syndicats et en particulier chez les volontaires? Parce que se constituer en syndicat, c'est peut-être aussi avoir peur de perdre le capital symbolique attaché à cet engagement qui est censé être désintéressé. Donc depuis quand il y a des syndicats chez les pompiers? Alors, bon, des syndicats professionnels, Il y ça en a toujours eu. c'est classique, puisque c'est des fonctionnaires voilà, de la fonction publique territoriale. Par contre, effectivement, c'était ce que j'avais appelé un syndicalisme paradoxal chez les volontaires. Bon, on pourra revenir sur la question statutaire et tout ce qui est compliqué autour de ce statut de volontaire. Mais bon, depuis une quinzaine d'années, on a des syndicats de pompiers volontaires qui ont d'ailleurs été dans la plupart des cas, refusés par les directions de SDIS en disant ce ne sont pas des travailleurs, ils n'ont pas, etc. Ils n'ont pas à se syndiquer, etc. Ça a toujours été... Les mises en place ont souvent été un peu conflictuelles ou compliquées. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que on va dire la mentalité première n'est pas à se syndiquer dans ce milieu-là, puisque c'est rentrer dans une logique de revendication, de droit, etc. Et comme je le disais, la logique qui prévaut, c'est la logique du dévouement, donc quelque part, et du désintéressement. Donc, elles sont évidemment un peu antithétiques l'une l'autre, et donc voilà, il faut tout un travail d'ailleurs des syndicalistes pour expliquer qu'on peut être dans le dévouement et en même temps ne pas tout accepter, toutes les conditions de précarité et autres. Voilà, après le journal, on parlera, Romain Pudal, de ce que vous appelez l'idéologie du dévouement, l'art de saluer le sens du service public des pompiers sans jamais leur donner les moyens de l'assurer, ce service public. Nous sommes toujours avec notre invité, Romain Pudal, sociologue, directeur de recherche au CNRS, ancien pompier volontaire pendant 15 ans, auteur de Retour de flamme, les pompiers des héros fatigués, aux éditions La Découverte. Vous y racontez comment vous rencontrez ce milieu d'abord pendant votre service militaire à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au beau milieu de vos études de philo. Vous devenez ensuite pompier volontaire en 2002 dans la grande couronne parisienne et vous le resterez pendant 15 ans, sans volonté au départ d'en faire votre terrain de recherche, mais ça le deviendra par la force des choses. Vous décrivez les regards durs, les voix fortes, les visages fatigués, les corps endurcis, les mains parsemées de bleus et de coupures à force de monter des cordes, et vous racontez surtout cette incongruité d'un service public qui repose à 80% sur des volontaires dont on salue le dévouement, mais le dévouement a bon dos quand il s'agit aussi de faire des économies. Sur les incendies aussi, en ce moment, ce sont surtout des pompiers volontaires qui interviennent, Romain Pudal. Oui, pour faire des colonnes de renfort aussi conséquentes, on peut évidemment pas les faire avec des pompiers professionnels. Vous avez donné le chiffre et c'est celui qui doit quand même marquer les esprits. 80% de pompiers volontaires et le reste de pompiers professionnels, pour aller vite. Ce qui veut dire que c'est effectivement pas les volontaires ne sont pas une force d'appoint ou un recours comme ça de temps en temps. C'est vraiment le cœur du réacteur nucléaire, si je puis dire, de la sécurité civile. Et donc là, sur les incendies, comme au quotidien, c'est évidemment sur cette force-là de pompiers volontaires que repose notre système. Il faut distinguer les volontaires qui sont d'astreinte et mobilisés quand leur appareil bip de ceux qui sont en garde postée, donc qui viennent à la caserne à 8h du matin, repartent le lendemain à 8h et font exactement le même travail qu'un professionnel, voire les commandent sur le terrain. Vous-même, vous avez été pompier volontaire et vous avez commandé sur le terrain des professionnels. Oui, c'est une expérience assez inoubliable. Non, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre que déjà, il y a la différence entre l'astreinte à domicile, etc., qui est déjà une contrainte énorme, parce que l'astreinte, vous ne pouvez pas être à une demi-heure de la caserne. Il faut pouvoir répondre très rapidement, etc. C'est très peu indemnisé, on y reviendra peut-être. De la garde postée, c'est là que notamment les syndicats, c'est ce qui pointent du doigt. C'est-à-dire que si on a des pompiers volontaires qui montent des gardes comme les professionnels toutes les semaines dans des casernes, c'est probablement qu'il y a un manque d'effectifs pro. Et
Et d'ailleurs, les enquêtes qui sont plutôt de nature ethnographique, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à avoir des données stabilisées, des statistiques. On voit que le flou arrange beaucoup de monde, on va dire, mais on sait que beaucoup de pompiers volontaires qui montent des gardes postés, en fait, sont en attente d'un poste de professionnel ou feraient la même activité avec un statut de professionnel sans problème. Il se trouve qu'il y a très peu d'embauches ou que les concours sont très restreints et donc ils font le job. Et en gros, plus vous montez en grade, plus vous avez d'expérience et plus vous faites un travail qui ressemble à un travail de pro, quoi. Ce sont des volontaires, les volduches, comme disent les professionnels, qui assurent ces gardes alors qu'ils sont rétribués, rémunérés, mais a priori, la plupart de ceux que vous rencontrez se défendent de le faire pour l'argent. Et d'ailleurs, ceux qui sont soupçonnés de multiplier les gardes pour gagner de l'argent, on ne les rate pas, on les appelle vacéraptors, ceux qui raptent les vacations. Mais néanmoins, ils comptent dessus beaucoup pour compenser parfois une situation professionnelle précaire. Qui devient pompier aujourd'hui? Lors de l'écriture de votre livre, il y a 10 ans, les professionnels et volontaires faisaient partie en grande majorité des classes populaires et des petites classes moyennes, comme vous écrivez. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors là encore, on manque de données un peu stables, un peu claires et précises surtout, parce que la catégorie ouvrier ou employé, vous voyez bien que ça ouvre quand même des champs très différents. Mais la plupart des pompiers quand ils ont un métier, ils ont un métier manuel qui est pas très rémunérateur. Vous avez croisé des videurs de boîtes de nuit, un intérimaire chez Carglass, un agent d'entretien, Oui. des ouvriers ou employés en intérim, Absolument. des auto-entrepreneurs aussi. Voilà. Et donc des gens qui gagnent quand même pas des sommes pharaoniques et qui, par ailleurs, sont déjà dans des statuts relativement précaires dans leur métier. Et donc, le volontariat, alors, ils y viennent toujours par dévouement, par altruisme, par des copains aussi qui leur disent qu'ils ont un peu l'esprit pompier, que ça leur ferait du bien, que ça devrait les intéresser, etc. Voire pour certains que ça les canaliserait. Oui, pour certains, exactement. C'est une grande famille qui peut aussi avoir ces vertus-là. Mais assez rapidement aussi, on se rend compte, et ça c'est en étant immergé dedans qu'on le voit, c'est que la dimension financière n'est pas totalement anecdotique, loin s'en faut. Et évidemment, moi, j'étais sans doute un des moins précaires, donc je n'y étais pas particulièrement attentif, mais j'ai découvert un monde aussi où beaucoup de pompiers volontaires comptent sur leurs vacations. Alors d'ailleurs, vous avez dit rémunérés, etc. Alors ça exaspère beaucoup les pompiers professionnels. Non, mais qui disent on peut pas être rémunéré puisqu'on n'est pas un travailleur, on est indemnisé, les pompiers volontaires sont indemnisés, etc. Bon, voilà. Mais tout ça, ce sont des faux semblants. Hein. De fait, la vacation est très vite considérée comme un complément de salaire, en quelque sorte, par des pompiers volontaires. Donc voilà. Quand ils ont déjà un travail, parce qu'à l'époque de votre livre, plus de 22% des pompiers volontaires sont au chômage, ou étudiants ou retraités inactifs, mais en tout cas n'ont pas de revenus. Et ce statut, écrivez-vous, ne peut être considéré comme attractif que dans une situation de chômage massif. On est là aussi pour compenser un dysfonctionnement quelque part. Ça n'est pas le seul signe qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, on va en parler. Mais de quoi on parle quand on parle des rétributions, alors sous forme de vacations? Alors, les vacations, alors là aussi, c'est quelque chose qui m'agace un peu de ces dernières semaines. On entend que les pompiers donc volontaires sont indemnisés entre 8 € et 13 € de l'heure. Voilà. Alors 13 € de l'heure, c'est une vacation d'officier pompier volontaire. Il y a 4% d'officiers chez les pompiers volontaires. Donc déjà, là, on peut oublier ce chiffre-là. Ensuite, donc on est à plus de 60%, on est sur des hommes du rang, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc des gens qui sont plutôt proche des 8 € de l'heure. Encore faut-il préciser qu'il s'agit d'un taux à 100%, c'est-à-dire celui qui vous est payé lorsque vous êtes en intervention et pas en caserne ou en formation. Et donc, en caserne, vous êtes en général à 50% de ce taux horaire. Donc, vous voyez qu'on est passé des 8 € à 4 € de l'heure. Alors, ça devient déjà beaucoup moins attractif, et ainsi de suite. Donc, sur une garde de 24 heures, que les gens ne s'imaginent pas que, je sais pas, c'est 24 fois 8 € ou 9 €, c'est pas du tout ce qui se passe. Les taux horaires varient. La nuit, si vous êtes en caserne, vous ne faites pas d'intervention. En général, on tombe à 30% de ce taux horaire, et ainsi de suite. Donc, en réalité, il faut cumuler vraiment beaucoup de gardes, notamment postées, pour que ce soit un peu rémunérateur. Et on retombe sur ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a affaire aussi à beaucoup de gens dans la
dans des précarités financières réelles, profondes, que ça reste intéressant. Et je précise quand même parce que je trouve que il faut pas l'oublier non plus, c'est tout bête. Hein. Je me suis mis à faire des maths avec les pompiers, j'exagère un peu, mais En plus de la philo. voilà. Certains me rappelaient qui calculaient très précisément, en gros, qui avaient une idée de ce qu'ils allaient gagner sur leur garde, suivant dans quel engin ils étaient affectés, etc. Puisque les engins ne sortent pas de la même manière, donc il n'y a pas le même nombre d'interventions et tout. Mais ils me disaient que, par ailleurs, il fallait décompter les repas. Les repas ne sont pas pris en charge par le service, non. Ni les transports. Ni les transports pour aller à la caserne. Donc, si vous faites tous ces calculs de pourcentage, d'engins, de nombre d'interventions, etc., bon voilà, on est quand même sur des très petites indemnités. Donc ils font le même travail pour beaucoup moins cher et sans sécurité de l'emploi, moins d'encadrement par ailleurs aussi de leur statut. Or, 93% des communes de moins de 5000 habitants dépendent uniquement de leurs pompiers volontaires. On parle beaucoup de nos pompiers volontaires dans les communes pour leur protection. Les services d'incendie et de secours, les SDIS, pourraient-ils exister sans eux, les volontaires, Romain Pudal ? Je vois pas très bien comment. Hein. Je vois pas. Là, c'est ce que je disais. C'est pas une force d'appoint. C'est pas un complément. Ce sont vraiment les gens qui font vivre ce service public à peu près partout sur le territoire. Alors, il s'agit pas de dire qu'il faudrait des professionnels dans toutes les communes et qu'un centre de secours qui ferait, 100 départs à l'année devrait avoir des professionnels. Mais au moins qu'on sache très précisément combien de pompiers volontaires assurent suffisamment de garde dans l'année. Et on le sait, puisque tout est informatisé, tout est très clair. On sait, alors vraiment à la seconde près, quand vous êtes arrivé aux casernes, quand vous êtes parti en intervention, si vous êtes en formation, et quand je dis la seconde, c'est la seconde. Donc, combien font le boulot de professionnels en lieu et place de professionnels, précisément. Donc, combien d'embauches il faudrait pour faire tourner les services réellement. Mais c'est pratique de toujours saluer leur engagement citoyen qui dissimule aussi ces grands discours, ce phénomène massif de travail presque gratuit, cette formidable économie budgétaire que sont les pompiers volontaires. Et on a beau jeu de vanter l'engagement en service civique aussi chez les pompiers comme moyen de lutter contre une crise morale chez les jeunes, parce qu'on entend ça dans des discours, oui. C'est formidable, ces pompiers qui nous rejoignent en service civique. Face à la crise morale, vous déceler dans ces discours une forme d'hypocrisie. Pour vous, il y a une question d'économie qui est de toute façon la plus importante dans ces choix. Oui, il y avait un rapport qui s'appelait Ambition Volontariat en 2010, dirigé par Luc Ferry, grand spécialiste du volontariat pompier, je pense, qui avait expliqué, qui disait qu'effectivement, la vérité, c'était que le système ne fonctionnerait pas sans les volontaires, qu'on en avait besoin d'un point de vue humain et aussi budgétaire. Et tout était là, en fait, je pense. Quand des milliers de pompiers sont aujourd'hui mobilisés dans tant de forêts de France, votre livre racontait à quel point leur quotidien était fait, essentiellement tourné vers les secours aux personnes, tentatives de suicide, personnes sans domicile fixe éprouvées par la chaleur, le froid ou la faim, personnes âgées isolées, jusqu'aux crises psychiatriques, aux violences conjugales. Il y a 10 ans, les pompiers vous disaient que la nature de leur mission avait progressivement changé. Comment l'expliquent-ils ? Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a plusieurs types d'explications. Bon, la plus courante, disons, dans le milieu pompier, consiste à dire que les gens font le 18 un peu pour tout et rien, qu'ils ont pris l'habitude de faire appel à leurs services, etc. Alors, il y a sans doute une dimension de cet ordre-là, de l'abus du 18. Malaise sans précision, c'est une catégorie. Oui, le malaise sans précision, c'est quand on appelle le 18 et on ne sait pas exactement à quoi on va être confronté. Absolument. L'équipe part sur un malaise sans précision, ce qui veut dire vraiment qu'il faudra comprendre la situation en situation. Donc, difficile d'anticiper, oui. Mais en réalité, moi, je ne crois pas du tout que les abus expliquent l'intégralité de cette situation. Les pompiers, c'est un service public qui intervient au milieu d'autres services publics. Et comme tous les services publics sont en souffrance, en déshérence, en sous-emploi, etc., ils se retrouvent de facto à assurer tout un tas de missions qui, sur le papier, ne sont pas des missions pompiers, pas des missions d'urgence. Mais si vous voulez, quand il n'y a plus de travailleurs sociaux, plus de médecins, des déserts médicaux, que l'hôpital public ne peut plus accueillir, par exemple, des gens qui devraient être suivis d'un point de vue psychiatrique, des choses comme ça, tous ces cas-là, toutes ces situations finissent par atterrir, entre guillemets, ou par être gérées comme ils le peuvent par les pompiers. Et donc, c'est ça qui crée une augmentation considérable des interventions et qui crée aussi des formes quand même très souvent de désarroi chez eux parce que, bon,
sur une urgence vitale, on sait quoi faire quand on est pompier, on sait faire un arrêt cardio-respiratoire, on sait voilà. Mais un fameux malaise sans précision ou quelqu'un qui va pas bien, voilà, que faire? Vous parlez d'une forme de militantisme populaire qu'auraient ces pompiers, qui sont eux-mêmes majoritairement issus des classes populaires et des petites classes moyennes. Et ce qu'ils détestent plus que tout, ce sont les TPMG, les tout pour ma gueule, et la colère qu'ils vous racontent quand ils sont appelés pour venir en aide à un SDF et qu'ils comprennent quand ils arrivent que la personne qui les a appelés n'a même pas pris la peine d'aller elle-même parler à cette personne en détresse dans la rue ou même de les attendre sur place. Vraiment, ils vous parlent beaucoup de l'égoïsme et de l'individualisme des gens souvent qui les appellent. Oui, alors ça c'est ce qui nourrit principalement la colère pompier. C'est pas des gens en précarité ou en grande précarité. Je veux dire, je le redis, le milieu est travaillé par cette question de l'altruisme, et donc on va aider, même si l'aide est limitée, même si etc. On va aider de bon cœur toutes les personnes qui sont dans des situations de détresse, de difficulté, etc. En revanche, l'utilisation ou l'usage cynique du service au profit de son confort, on va dire, là, ça va créer évidemment des colères très fortes. Mais ce ne sont pas forcément justement les pauvres ou les plus précaires qui appellent dans ces cas-là. C'est cet homme, par exemple, au volant de sa BMW, il appelle les pompiers, il dit attention, il y a un homme vraiment en danger de mort, venez vite. Et les pompiers arrivent, ils se rendent compte qu'en fait, juste ce monsieur ne pouvait pas sortir sa voiture du garage et avait besoin que quelqu'un aille déplacer le SDF à qui lui n'était pas venu adresser un seul mot. Il y a aussi ces étudiants des grandes écoles de commerce qu'il faut aller ramasser parce qu'ils ont trop bu, et ce sentiment qu'ils ont parfois, les pompiers, d'être traités comme des laquais. C'est une colère aussi que vous avez entendue et qui au-delà de ça raconte quoi? Parce que c'est aussi quand ils arrivent, quand ils s'engagent en tant que pompiers, il y a tous ces grands textes qui parlent de l'engagement, du sens de service public. La première chose qu'on vous dit lors d'un entretien d'embauche, on est un service public, ça veut dire au service du public, gratuitement. On doit être opérationnel, répondre présent 365 jours par an. On n'est pas là pour faire du fric, t'accepteras jamais rien sur intervention, vous dit-on. On se doit d'avoir la même attitude et le même professionnalisme avec chacun. Oui, c'est vraiment. Alors, je pense que c'est vraiment ce qui fait la valeur de ce service public, c'est précisément tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire l'attachement d'abord à des valeurs de dévouement, d'aide, voilà. C'est vraiment très puissant, et c'est la raison aussi pour laquelle je trouve un peu indécent politiquement, moralement, d'utiliser cela de manière un peu cynique pour continuer à précariser ou à ne pas répondre aux revendications légitimes. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Moi, je suis très méfiant sur tous les discours sur la crise morale, sur la jeunesse qui ne veut pas s'engager. Je suis désolé, j'ai passé 15 ans en caserne, j'ai vu beaucoup de jeunes arriver, se dévouer, faire le boulot. Bon. Y compris d'ailleurs, les pompiers essayent de s'ouvrir davantage à ce qu'on peut appeler très vite les jeunes issus de l'immigration, parce que notamment lors de ce qu'on a appelé les émeutes dans les années 2000-2010, souvent les pompiers étaient visés au même titre que d'autres forces de l'ordre, et ça, les pompiers ont essayé de régler les choses, d'accueillir plusieurs jeunes dans les casernes, mais vous expliquez aussi que ces stages sont mal ficelés, qu'on ne peut pas vraiment encadrer les nouveaux venus. L'éthique pompier, vous parlez d'un texte que chaque nouvelle recrue est censée apprendre par cœur, du général Cassot, qui commanda la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de 63-70. Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique. Peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger, quand tu m'appelles Jacour. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui, Romain Pudal, un fort vote pour l'extrême droite aujourd'hui dans les casernes. On a parlé du racisme de classe populaire blanche, de la fin des pompiers républicains. Mais là aussi, vous essayez de mettre de la nuance. Ce phénomène existe, mais vous essayez de le comprendre. Et est-ce que surtout ce vote, est-ce qu'on a pu le suivre? Est-ce qu'il a évolué depuis 10 ans? Alors là, pareil, très difficile de suivre statistiquement le vote. Tous les échos que j'ai vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire des formes de droitisation, alors qu'ils sont d'ailleurs pas exclusivement présentes chez les pompiers. Hein. Vous en avez aussi des collègues qui votent à Olivier Besancenot à l'époque. Oui. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, mais ça existe, tout à fait. Ou Arlette Laguillet, donc vous voyez, tout est possible. Non, mais c'est vrai que, et en ce sens-là, les pompiers ne sont pas non plus très différents de l'ensemble des classes populaires, des classes moyennes qui sont soit
précarisés, soit mis en danger, etc. Bon, il y a un ouvrage récent d'un collègue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Peny, c'est l'ouvrage, qui parle du triomphe des égoïsmes. Pas égoïsme au sens moral, mais le fait que toutes ces solidarités collectives, toutes ces protections collectives, en gros tout ce qui faisait l'État-providence, ayant été systématiquement attaqué depuis au moins 30 ans de tous les côtés, les gens se retrouvent les uns et les autres à tous les niveaux et dans toutes les classes sociales, finalement, à se débrouiller par eux-mêmes, à essayer d'être un peu les auto-entrepreneurs de leur vie, etc. Bon, les pompiers n'échappent pas à ça. Ils sont à la fois travaillés par ces idéaux de solidarité et contraints aussi de s'en sortir dans des conditions de précarité de vie assez importantes. Vos copains pompiers, Romain Pudal, qui chaque jour assure et gère, écrivez-vous, toutes ces misères, sans diplôme, il est vrai, sans fanfaronner non plus, et sans orgueil, qui œuvrent à maintenir du lien social, des formes de solidarité et d'entraide. La façon dont on parle d'eux aujourd'hui, comme des héros, est-ce que ça a plutôt le don de les encourager ou de les agacer ? Je dirais agacé, c'est-à-dire que c'est un milieu où on n'aime pas se jeter des fleurs, ou alors on le fait en rigolant, c'est-à-dire que vous avez une équipe qui revient d'une intervention dont tout le monde a compris qu'elle était assez banale, et le chef d'équipe va vous dire j'ai encore sauvé le monde, c'est crevant, etc. Bon, on plaisante beaucoup avec ça. Non, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que cet héroïsme, entre guillemets, s'il faut le vanter, le reconnaître, c'est plutôt un héroïsme du quotidien plutôt que des choses exceptionnelles. C'est ces petites choses où on sait que on peut compter, effectivement, on devrait pouvoir compter, parce que combien de temps sur les pompiers du coin, on va dire, pour s'en sortir, quoi. D'où cette demande de moyens et d'effectifs qui est aujourd'hui très vive chez les pompiers. Et après la grève du 13 août dernier, les pompiers annoncent de nouvelles journées de mobilisation en septembre, fin septembre. Merci beaucoup, Romain Pudal, d'avoir été avec nous. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, ancien pompier volontaire pendant 15 ans, auteur de Retour de flamme, les pompiers des héros fatigués, paru aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.